les gars, ça y est, les go. Tom se retourne dans la capsule avec le crew. Aujourd'hui, on est full house. On a Yohan avec nous, Gonga, lui-même le greatest. Mohamed Ali dans la capsule. Ici. On a Léo, Big Léo avec nous, tranquille. On a Big John Café. On a l'ambassadeur de Stockton. Petit frère personnel de Ned Diaz, représentant incontesté de la famille Diaz, des frères Diaz. On a Jess Parker et Parker Rinaldi Diaz. Let's go. Comment a été la semaine? Comment a été le week-end pour vous, les gars? Quoi de neuf? Tout se passe bien? Marseille, Léo, c'est bon? Tranquille? Non, c'est un peu bas au niveau de mon équipe de foot, là. 2 semaines de suite, 2 bâtis monumentales. Heureusement, c'était les 2 meilleurs du championnat. On a passé les 2 meilleurs qui nous ont bâtis comme il fallait. Et puis bon, pour le reste, on va voir. Tranquille. Ok, Big John Café, c'était bon pour toi le week-end? Tranquille? C'est tôt. Madrid a gagné, donc c'est bon là. Ok, d'accord. On ne peut pas tranquillement. Non, ça va, je sors juste d'un corona difficile, mais bon, ça va. On aura toutes nos ondes positives. C'est bon, tu vas. Je prends, merci. En tout cas, on les envoie. Voilà. Surtout, reste bien dernier pour ne pas nous toucher avec ça. Hein? Okay. Donc, sans plus tarder, on va entamer la capsule. Cette semaine, on va passer en récap tout ce qui s'est passé depuis UFC 279 jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, on va se focaliser dans le back in time sur le combat mythique qui a opposé Matt Tyson à Holyfield 2. Et pour finir, on va se tourner vers le pay-per-view qui arrive, UFC 280. Les pétards, les feux d'artifice, ça sera du côté d'Abu Dhabi. Donc, sans plus tarder, let's go les gars, let's go. UFC 279, qu'est-ce qu'on a retenu? Quelles ont été vos impressions? Quelles ont été vos déceptions? Quels sont les faits qui vous ont marqué, les gars? Let's go, on commence avec qui? Honneur à au représentant de Stockton. Let's go, baby! Bonsoir à tous. Salut les gars, salut les beaux. C'est Parker dans la capsule. De mon retour de Stockton, je vous l'avais dit. On ne va pas faire les gars modestes ici. J'avais prévenu cette capsule à l'avance que masterclass de Ned Diaz et la familia ne déçoit jamais. Vraiment, j'ai été déçu de Khamzat parce qu'il pouvait montrer sa peur autrement que d'affronter le GOAT de cette catégorie qui est Ned. Il est parti par la grande porte, mais dommage, j'aurais aimé cette soumission sur Khamzat. Voilà quoi, vous avez compris. Et j'ai bien aimé voir comment Tony Ferguson, avec tout le respect que j'ai pour lui, s'est fait atomiser pendant 4 rounds. Lui aussi, il ferait mieux de prendre sa retraite parce que c'est pas facile. Combattre Nate pour son dernier combat, c'est pas facile. C'était pas donné à tout le monde. Voilà quoi. C'est tout ce que j'ai retenu de l'UFC 279. J'ai hâte qu'on parle de l'UFC 280. Une masterclass de ma part encore arrive. Soyez chaud, les gars. Let's go. John, on dit quoi? Soumission 4e, non? Ouais. Soumission 4e. Mais c'était le match-up, en fait. C'était le match-up idéal. Tu vois, Ned qui était sur le dernier combat de son contrat, après à l'UFC, point d'interrogation, mais il était sur le dernier combat de son contrat. Ferguson, pareil, c'est un vétéran qui est, il est clairement, c'est fini. Pour moi, c'est fini.
Donc, c'est deux diesels. Tu sais que le combat va aller dans le temps. Et je me disais à un moment donné que Ferguson allait fatiguer un peu plus que Nate. Et puis voilà, c'est ce qui s'est passé. Il a pris la guillotine sur un bras. Et c'est là où tu vois en fait que le gars est fini parce que c'est le genre de truc, en fait, tu prends sur un bras, de la manière dont il est tombé dans le piège et tout. Bon, là, le gars est clairement fini, même s'il dit le contraire. Et puis, je retiens également que Hollande nous a basé. Voilà, sans Hollande, j'aurais un point de plus sur le dernier. Mais bon, voilà, moi, c'est ce que je retiens de. Et Ramzat qui loupe le poids, ça, il faut le dire. 4 kilos là. Il a eu peur. Il a eu peur. Johan, Donc, ces représentants vont nous expliquer pourquoi, comment. Non, mais Donc, voilà. heureusement, en fait, que le combat Ramzat contre Diaz n'a pas eu lieu. Je pense qu'il y a quelqu'un qui sera aujourd'hui à l'hôpital ou à la morgue. Quand on voit, en fait, encore le combat de Ramzat contre Hollande, c'est le futur champion. Là, en fait, il n'y a pas à discuter. C'est le futur champion, quelle que soit la catégorie, donc, que ce soit maintenant, donc, puisque Ousmane n'est plus champion, mais Léon Edwards ou Israël, je pense qu'ils doivent commencer à se poser des questions, à savoir comment ils feront pour arrêter Ramzat. Pour Effectivement. revenir à Diaz, une victoire contre un autre fini, bref, c'était la meilleure manière pour sortir pour lui. Le combattant fini, qui n'ont plus rien à proposer. Il est temps de partir au Bellator ou ailleurs, mais je pense que l'UFC, il n'y a plus de place pour les deux. Il n'y avait plus de place pour Diaz. Merci, il est parti, c'est terminé. Pour Ferguson aussi, c'est le temps de prendre sa retraite comme Aldo. Passons à autre chose. Pour être champion, il faut d'abord réussir à cut. Hein. En tout cas, Léo, réussi à cut, il n'a jamais été champion. Écoutez. C'est vrai que ce jour-là, je n'avais pas prévu d'aller au cinéma. Mais j'ai vu un film très mal joué avec des mauvais acteurs. Franchement, même pas de nomination au Grammy Awards, à ce que tu veux. Parce que pour moi, je vous le dis, hein, même si diffamation ou quoi, attendez dans 6 ou 7 mois. Vous allez entendre qu'il y a eu un sketch. Pour moi, c'était un truc scénarisé de A à Z. On avait parlé de ça médiatiquement. Médiatiquement, on en a parlé. Tout ce qu'il y a à retenir, c'était même pas les combats. Ce qui s'était passé, c'était du prévisible. Je me demande même comment les gens n'ont pas eu des points quand il fallait viser Ramzat. Ramzat est au-dessus du lot concernant Kevin Holland. C'est vrai que là, sur cette catégorie, moi, je pense sincèrement sur cette catégorie-là, il n'aurait pas pu être champion, non pas parce qu'il n'est pas bon, parce qu'en vérité, ce n'est pas sa catégorie de poids. À un moment donné, toujours couper pour combattre, tu perds aussi de la force, tu perds de l'énergie. La catégorie Kevin Holland, c'est sa catégorie, Ramzat. Et il a montré avec brio que sur cette catégorie-là, il va devenir monstrueux. À devenir champion, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même du monde dans ce truc-là. Mais ce qu'il a fait contre Kevin Holland, moi, c'est ce que je retiens de positif. Sinon, le sketch net, Diaz, Ferguson, ça, pour moi, c'est du cinéma. J'ai même pas envie d'en parler tellement c'était lamentable. Ned Diaz aurait pu partir. J'apprécie ce joueur-là, hein, j'apprécie ce combattant-là. Mais Ned Diaz, il pouvait partir d'une autre manière. C'est la première fois de ma vie que je vois une soumission en une main. Et c'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un, on le soumet à la fin. Oh là, c'est trop cool. Tu m'as fait mal, c'est trop cool. Non, c'est. En fait, je comprends par cœur. Je vais pas lui cracher dessus. Il est fan de Ned Diaz. Quand on va parler des Tyson, vous allez voir, ça va être un peu le même sentiment. Merci pour ta subjectivité par cœur. Mais pour moi, ça, c'était un truc. C'était même pas bien, c'était même pas bien acté, quoi. L'acting était mauvais. Voilà. Donc, voilà ce que je retiens. Oui, dernière chose. Ramzat, je l'aime bien, mais il a chié. Il a chié. Oui, non, on est objectif. C'est pas parce que j'apprécie le gars. Il a chié. Il aurait dû faire des efforts parce que je pense que même avec un peu de force en moins, Ned serait mort aujourd'hui. Tu vois? Et peut-être que c'était aussi un plan pour qu'il parte dans de bonne grâce. Mais la vérité, Ramzat a chié, mais je suis
en confiance parce que ce petit-là, il va vraiment combattre dans sa vraie catégorie. Kevin Holland, c'est sa vraie catégorie. Moi aussi j'ai eu le même ressenti que Léo. J'ai vraiment eu le ressenti que ce combat était totalement truqué de part et d'autre. C'est vrai, la carrière de Nate Diaz est à respecter. C'est un des grands du sport, c'est à respecter. Mais son dernier combat, franchement, contre Tony Ferguson, c'est pas le style de combat de Tony Ferguson. C'est pas Tony Ferguson ne fuit pas sur le ring comme ça quand il court. Ça, c'est pas Tony Ferguson. En fait, moi, j'ai pas reconnu Tony Ferguson. Mais bon, merci Nate pour tes services au MMA. J'étais un fan. C'est vrai, j'étais un fan. C'est juste que Parker, avec sa façon de te supporter, en fait, ça fait en sorte que tu énerves les gens. Mais moi, j'étais un fan. J'étais un fan. Et I'm not surprised, motherfucker. Et pour Khamzat a chié. Khamzat a chié, vraiment chié. Et bon, après, je pense pas que ce soit fini pour lui parce qu'on a Bo Nicol qui arrive dans la division. Bo Nicol, la même. Call out. La call out. Et bon, après, je sais pas comment il va réagir, mais bon, Bo Nicol aussi, c'est à peu près le même style, la même façon de combattre. Ce sera intéressant de voir les deux s'affronter. Bon, après, je pense que Khamzat va jouer la carte que non, moi, je suis un vétéran, j'ai fait mes preuves, toi, tu viens d'arriver, tu n'as encore combattu personne. Je pense que c'est cette carte-là qui va jouer. Mais, et comment on appelle le combat de Canelo et Triple G, les gars, vous n'avez pas parlé, qu'est-ce que vous avez pensé? On n'en a pas Aucune parlé parce surprise. qu'en fait, ça ne m'a pas du tout marqué. C'est-à-dire Aucune que surprise. non mais la vérité, Canelo, on fait tout un sketch sur lui. Moi, je vous ai dit, j'ai voté à contre-cœur pour Triple G. J'espérais quelque chose, mais en même temps, Triple G, il a quel âge? Il a 41 ans. Yeah. Et Canelo gagne au point. Il gagne au point, mec. T'amènes un vieux au point. Et là, t'es content. Johan? Non, mais juste pour revenir, terminer sur Canelo, même si c'est vrai qu'il a combattu un vieux, mais il avait besoin d'une victoire après sa défaite contre Bivol. Voilà. Donc, pour la confiance, c'est bien. On attend maintenant la suite de voir quel sera son prochain combat, le retour contre Bivol. On va voir ce qu'il va faire. Mais il avait besoin en fait, de cette victoire, c'était important pour lui. Après, c'était évident, je pense, pour tout le monde qu'il devait gagner le combat. Yeah. Johan a tout dit en fait. C'est que, bon, moi je m'attendais, il a fait ce à quoi je m'attendais. Je pensais que Triple G, ça allait envoyer un peu plus, mais bon, je m'attendais à une victoire de Canelo, ça s'est fait. Maintenant, c'est la suite en fait. Là, tu sais que c'était une étape pour redorer, entre guillemets, le blason, mailler un peu de gain au passage. Tout le monde a maillé son gain. Non, C'est non, tout mais ce qu'il faut donner en fait. les gars. Moi, j'ai peut-être été aveuglé parce que j'aime pas Canelo. Mais vous, il faut que vous arrêtiez aussi de porter les mauvaises lunettes. Vous avez vu les éléments qui sont en train d'arriver là. Il peut encore faire ça. Mais et alors, Non, mais lui, il cherche son rematch. Non, pourquoi Canelo recombat seulement les mêmes gens? Tu as vu les gens qui arrivent là en ce moment? On aura une capsule pour ça, Léo. Parce qu'ils vont dire on tire en longueur. On aura une capsule pour ça. On a beaucoup de choses à dire sur le FC 280. On va en parler. Ça, on doit avoir une capsule sur l'affaire Canelo là. Mais oui, des spéciales. On n'est pas obligé simplement de faire des capsules pour les pay-per-view. La spéciale. Oui, la spéciale Canelo là, parce qu'il y a trop d'usurpation et d'usurpateurs et de derniers. Donc, on va rappeler les scores. On avait dit avec le chamboulement de la carte UFC 279, on avait Kevin Holland contre Khamzat. Je prends Khamzat soumission au troisième. Nate Diaz, Tony Ferguson à la décision. Nate Diaz, soumission quatrième. Et Kevin Holland à la décision. Johan? Khamzat, soumission en deuxième. Tony Ferguson à la décision. Léo?
Ramzat soumission au troisième. Et Ned Diaz à la décision. Et pour finir, le frère de Stockton. On reste toujours crédible, ça ne bouge pas. Ramzat, battu par Kevin Holland, par KO au 5e round, ça ne bouge pas. Ned Diaz par soumission, 5e. On ne change pas de pronom quand le marabout a dit. Ça ne bouge pas. Voilà, et Canelo, Triple G, split decision pour Triple G. Canelo, décision unanime. Canelo à la décision. Split decision pour Canelo, par contre. Parce que je pense pas, Triple G, tu vas pas le coucher. Encore une fois, abonnez-vous, commentez, partagez, likez. Donc, Back in time. on se dirige vers deuxième partie de l'émission. Back in Time. Et sur Back in Time, on va se focaliser, comme je disais, sur le combat mythique qui a opposé Mike Tyson à Evander Holyfield 2. Bien sûr, on va revenir sur ce qui s'est passé pendant le premier affrontement entre les deux, parce que c'est tout ce qui mène vers le deuxième affrontement. Ah, c'est ça, quoi. Donc, Back in Time, qu'est-ce que le combat vous a fait ressentir? Quelles ont été vos émotions? Quels ont été vos avis par rapport aux deux combattants? On commence par qui? Léo, vas-y. Donc, pour ma part, moi, j'étais resté sur ma faim sur le combat 1. Donc, pour rappeler, il perd par KO au 11e round. Enfin, KO technique, décision de l'arbitre surtout, d'arrêter le combat. Et après ce combat-là, il faut savoir qu'il y a eu une polémique qui est née par rapport à Don Jones, etc., les affaires d'argent, etc. Et beaucoup de gens avaient balancé l'information comme quoi le combat avait été acheté, que Tyson avait décidé de se coucher parce qu'il avait besoin d'un peu de thunes. Hein. Le combat 1, maintenant, quand le combat 2 est arrivé, moi, je m'attendais vraiment à une rébellion. Avec tout le bruit qu'il y a eu, le retentissement qu'il y a eu vers le 1, je m'attendais à un combat qui ne devait pas durer. En fait. Et j'ai regardé ce combat-là de long en large. Premier round, ça se tenait, c'est vers les 30 dernières secondes qu'Holyfield a accéléré, il a un peu sonné Tyson. Deuxième round, Tyson revient, mais à partir du deuxième round, il y a quelque chose qui ne va pas. Tyson prévient l'arbitre une fois, je reçois des coups de tête, ils viennent me percer l'arcade. Ça ne réagit pas, ça ne réagit pas. Et à un moment donné, je me suis dit, comment Tyson va réagir en fait? Deuxième round, je trouve que Tyson revient un peu dans le combat. Et au troisième, il touche plus sévèrement Holyfield. Et comme on sait, il y a la morsure qui apparaît. Mais la morsure, elle apparaît à partir de quel moment? Regardez le combat 1, regardez le combat 2. Moi, ce qui m'a déçu chez Holyfield et en même temps que j'ai apprécié, c'est ta stratégie merdique, quoi. C'est ça, la stratégie. Je sais que je vais prendre un pétard. Donc, si je ne veux pas prendre des pétards avec Tyson, il faut que je ferme les lignes et il rentre tête en avant, coup de tête en avant, coup de tête. Ce combat était tellement moche que ça m'a énervé. Et de là, de ce combat-là, est ressenti un sentiment de frustration. Moi, je voulais absolument un Evander Holyfield 3. Et moi, je suis persuadé que s'il y avait un Evander Holyfield Tyson 3, Tyson aurait gagné. Voilà mon ressenti. Je vais faire ça vite fait pour les gens qui ont Netflix. Il y a une série qui s'appelle Dahmer sur un serial killer cannibale, tout ça. Oui, donc en fait, quand on a connu l'histoire de ce monsieur, on décide de monter sur un ring pour manger l'oreille de l'autre devant des millions de fans et de téléspectateurs. C'est pas facile, hein? Et tu écoutes quelqu'un en face qui vient te justifier que non, Holyfield, ceci, cela, frustration, Tyson. Alors moi, je trouve ça aberrant, vraiment. N'ayons pas peur de lui qui mettait les KO aux autres. Il a perdu le premier combat, il a vu bis repetita. Le deuxième combat, on retournait dans le même mouvement. Et bien, allez, je croque un peu l'oreille par-ci, par-là, un peu fan de Dahmer, mais non. Ça ne se passe pas comme ça. Combat 100, combat 1000, il allait toujours perdre. Parce que
son esprit était déjà dominé par lui, il est très chrétien. Oui, vous avez oublié dans son histoire. Il a été délivré pour venir faire ce combat à Holyfield. Et je pense bien, si je ne me trompe pas, c'est le seul champion du monde 5 fois poids lourd. Ali et Tyson se sont arrêtés à 4. Respect et vendeur. Et arrête avec le boucher. D'accord, Yohan? Ouais, donc, parce que moi, je vais aller un peu plus dans le sens de Léo, c'est que moi, je pense qu'il y a des, en fait, il y a des faits qui ont amené Tyson en fait, à mordre l'oreille de Holyfield. Parce que n'oublions pas aussi que déjà dès le premier combat, en fait, il reçoit les coups de tête qui font en sorte qu'il se blesse. Tu vois. Le premier combat, donc, déjà se passe, il se plaint en fait de ce dirty boxing en fait, de Holyfield. Il ne se passe rien de la part de l'arbitrage. Donc, quand il arrive dans le deuxième combat et qu'il se reproduit exactement la même chose, on peut comprendre, en fait, nous sommes tous humains, en fait, ce sentiment en fait, d'injustice, parce qu'il va voir l'arbitre une première fois. On n'oublie pas en fait qu'il mord la première fois, il reçoit d'abord, je pense, parce qu'il n'est pas disqualifié directement, il reçoit d'abord, je pense. On lui enlève 2 points. 2 points, c'est ça. On lui enlève donc 2 points et Holyfield continue et après, en fait, c'était juste une question de temps pour que Tyson pète les plombs. Tu vois un peu, mais il y a un contexte, c'est trop facile juste de dire en fait, c'était un sauvage, il n'a pas pu se contrôler. Non, il y a 2 combats, il y a 2 situations exactement similaires en fait entre les 2 combats, c'est l'arcade ouvert à cause des coups de tête. Donc, il ne faut pas juste en fait oublier ce qui a amené Tyson en fait à mordre l'oreille de Holyfield. Donc, pour un peu aller contre ce que a dit Park. Voilà. J'aimerais rebondir juste un petit moment sur ce que tu es en train de dire. Ouais. Donc, en fait, dans la boxe, le noble art que nous suivons depuis tant d'années, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas eu de boxeur dirty en face d'un autre boxeur qui jouait des coudes, du front pour blesser l'autre. Et vous êtes en train de justifier on ne que justifie le pas, canevas... Non, vous êtes en train de justifier. Non, vous avez justifié le fait que... Non, mais là, tu veux caricaturer. Non, tu veux caricaturer. Tu veux amener ton esprit de caricature, etc. On n'a jamais dit, il a dit, on peut comprendre, mais on n'a jamais dit qu'on acceptait. John, tu veux rebondir? Non, ça ne va pas rebondir. C'est en fait, les deux devaient. C'est un élément qui n'a pas été précisé dans le contexte, c'est que les deux devaient s'affronter il y a un moment. Ouais. Après, les péripéties ont fait que il y a un qui est Tyson perd le titre contre Douglas, Holyfield récupère, ensuite il y a la prison. Donc finalement, quand ça s'organise, en fait, vous l'avez dit, Holyfield a empêché Tyson de développer sa boxe. En fait, il a fait un peu ce que Fury fait actuellement, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est lourd, il pèse sur ses adversaires. Donc, il rentre et il cherche le contact. Et ce qui fait que Tyson, les mouvements de tête, les trucs qu'il a l'habitude de faire, il ne l'a pas fait. Et il s'est fait toucher. Il s'est fait mettre knockdown pour la première fois de sa carrière par Holyfield. Holyfield a failli le terminer avant que l'arbitre n'arrête. Donc, ça nous amène au deuxième combat. Contrairement à ce que Yohan a dit par rapport au coup de tête, le premier combat, les coups de tête étaient involontaires. Les deux se sont rentrés dedans et les coups de tête étaient involontaires. Par contre, lors du second combat, tu sens que Holyfield va chercher le coup de tête. Et puis, Tyson, le truc, moi, ce qui m'a surpris, en fait, c'est que l'élément, il n'a pas mordu une fois. Il a mordu 2 fois. C'est là, en fait, moi, c'est ce qui m'a divisé. Parce que tu mords une fois, bon, on dit, OK, ça va, il y a un petit bout qui a sauté. Mais l'élément, il allait chercher encore le truc de l'oreille. Bon, j'aurais aimé voir un combat numéro 3. Les stéroïdes. Voilà. Par contre, vous avez oublié de dire un élément important, c'est que Tyson a rendu le morceau de l'oreille dans une pub. Vous avez vu la pub. Après, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est vrai, le respect est accordé à Evander Holyfield, comment on appelle, carrière énorme. Mais au ressortir de ce combat, la personne qui rentre dans l'histoire, qui marque l'histoire, c'est encore Tyson. Encore C'est Tyson qui gagne, en fait. Pas pour des raisons sportives.
Mais oui, mais c'est Tyson Mais qui comme, gagne. comme Ned Diaz, tu vois. Moi, je voulais souvent dire, hein, c'est vrai, c'est pas forcé de gagner pour entrer dans l'histoire, il suffit juste de marquer. Après, s'il faut encore ajouter quelque chose, mais c'est la première fois, c'est vrai, la technique des vendeurs n'était pas si clean que ça, mais c'est la première fois que j'ai vu, que je voyais Tyson en difficulté, en fait. Après, c'est la première fois que je voyais Tyson en difficulté, et en difficulté, pas nécessairement à cause des atouts physiques des vendeurs. Non, parce que c'est pas la première fois que Tyson a fait. Non, parce qu'il était bougé, les segments étaient bloqués. Non seulement il est petit, mais en plus, tu as tout le poids qui tombe sur moi, tu ne peux pas bouger ces segments. Tu es obligé de bouger du bas vers le haut, donc la pesanteur, la puissance, elle n'est pas la même. Les coups de Tyson, il ne met pas des jabs, lui, il met des crochets, il est toujours en gros pétard, gros pétard. On dirait que Quoique s'il gardait le deuxième round du deuxième combat, s'il gardait le même tempo et s'il gardait la même façon de combattre, je pense que ça allait se faire parce qu'au deuxième round, il prend quand même il prend l'ascendant. Il prend l'ascendant. Ouais, mais il y a, juste pour terminer sur Tyson, il y a aussi un truc qu'il ne faisait plus, qui a fait sa force avant qu'il aille en prison et qu'il a eu du mal à retrouver en retournant, c'est son coup en rotation. Yeah. Son esquive rotation, je remonte. C'était moins prononcé. Et là, il était virulé sous toutes les formes. Bravo, Evander Holyfield. Mais voilà, on retient cet événement tragique, mais c'est le back in time, quoi. C'est ce qui nous a marqué. Back in time, c'est back in time. C'était ça dans le back in time. Evander Holyfield, Mike Tyson 2. Encore une fois, abonnez-vous, commentez, partagez, likez. Ce qui nous amène à l'événement de cette semaine. UFC 280 à Abu Dhabi, qui aura en main event Charles du Bronx Oliveira contre Islam Makhachev et en co-main event Aljamain Sterling contre TJ Dillashaw. Donc, comme d'habitude, on va analyser le co-main event et le main event et on va pronostiquer 3 combats dans cette carte, c'est-à-dire le combat de Peter Yan contre celui de Sean O'Malley et le combat de TJ Dillashaw contre Aljamain Sterling et pour finir Islam Makhachev contre Charles du Bronx Oliveira. Donc, on commence avec TJ Dillashaw contre Aljamain Sterling, combat qui aura pour but le titre de Aljamain Sterling dans la catégorie Bantamweight. Aljamain Sterling part favori pour le combat. TJ Dillashaw est underdog. Comment vous voyez le combat se passer, les gars? On va rappeler que Aljamain Sterling a défendu son titre contre Peter Yan et TJ Dillashaw est aussi sur une victoire. Il a battu Corey Sandhagen et ce qui a donné place au clash qu'on va assister. Donc, on a qui commence? Je voulais dire, ce combat, il est très intéressant. Sterling contre Dillashaw. Sterling qui a affronté 2 fois Peter Yan, c'était très chaud. On a vu comment ils sont sortis. Et pendant ce temps, Dillashaw qui affronte Corey et Monsieur sans menton, d'après Dana White. Il a affronté, je crois, 3 fois, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, les gars. Il a affronté 3 fois et au milieu, je crois qu'il a une défaite. Contre Cerudo. Pardon? Contre Cerudo. Ah, c'est contre Cerudo qu'il a une défaite. Ouais. Ce combat, je vois le champion essayer de défendre son titre et tout faire pour rester debout. Parce qu'avec des vidéos, bon, ce ne sont que des vidéos de training,
que j'ai pu voir par-ci, par-là, Dylan Shaw a envie de l'amener dans des profondeurs. Oui, la manière dont j'ai vu dans les dernières vidéos comment il essaye d'amener son adversaire au sol, ce combat s'annonce passionnant comme toute la carte en fait. Ça annonce très passionnant et vous allez avoir mon pronostic tout à l'heure. Contrairement à Parker, je pense que bon, si j'étais Sterling, en fait, j'aurais à peu près le même game plan que contre Peter Yan, en fait. J'essaierais, en fait, dans les premiers rounds, en fait, de le fatiguer en l'amenant, pourquoi pas, au sol. Et après, pour pouvoir gérer, en fait, la fin du combat. Moi, je pense que avec ce qu'il nous a montré, parce que le premier combat, en fait, contre Peter Yan, en fait, on a vu, on pensait tous qu'il n'avait pas de cardio, qu'il n'avait plus de cardio, en fait, qu'il n'était pas capable de tenir, en fait, dans la distance contre ce genre de combattant-là. Il est très bien revenu, en fait, lors du deuxième combat. Il a géré le combat, il a amené au sol. En fait, il a profité aussi un peu de son poids et de sa technique au sol. Et donc, moi, si j'étais Sterling, j'aurais le même game plan pour essayer de le fatiguer au début et après, je gère tranquillement la fin du combat. Mon pronostic, je vais le donner aussi, en fait, après. Et moi, je pense que le combat va se jouer au sol. Effectivement, pour rejoindre encore Johan, Sterling il sort quand même, mine de rien, de deux grosses guerres. Parce que comme moi, tu as affronté Cody, je trouve ça léger en fait. Mais Sterling sort de deux grosses guerres et comme dit Johan, il doit vraiment essayer de l'amener à son rythme. Striker, erreur, on est au sol, on va essayer de jouer, même si ce n'est pas facile en face au sol. Mais je crois qu'il fait Jiu-Jitsu, non, Sterling. Je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu contre Dylan Shaw. Mais au sol, ce sera vraiment difficile. Donc, c'est vraiment un peu comme Johan dit, essayer de jouer en striking et amener au sol dès qu'il voit l'ouverture. Vas-y, John. On a deux éléments qui sortent de deux grosses guerres. Parce que Sterling, en fait, sa double confrontation. Bon, la première, on sait que c'est le cinéma qui nous a joué là à juste titre, hein, qui lui a sauvé la vie. Et le deuxième combat, en fait, il a été intelligent. Il s'est dit, bon, on va essayer de gérer le gars, en fait, c'est un diesel. Donc, il s'adapte beaucoup. Donc, on va l'emmener sur un terrain sur lequel il n'est pas plus fort que moi. Il l'emmène au sol, il a contrôlé, même si pour moi, il n'a pas suffisamment lourdé le gars. En fait, il y avait du grand contrôle, mais pas beaucoup de dommages. Par contre, en face, tu as un gars en striking qui est un démon. Ça, c'est. Voilà, il suffit de regarder le combat contre. Déjà, les combats avant la suspension et le combat contre Corey. C'est un gars qui est un démon avec un déplacement avec un déplacement de malade et qui a un cardio et qui est envahissant. Donc, le côté mettre la pression, truc, machin, ça ne peut pas marcher avec TJ. Tu fais ça, il sera toujours en face de toi parce que Corey lui a donné du fil à retordre, il lui a mis de sérieux, le genou sauté et où les spinning fils qu'il lui a balancé et le gars il arrivait toujours en face. Donc, pour moi, c'est peut-être pas comme ça qu'ils vont la jouer. Il y aura beaucoup de sol à mon avis et c'est là où, voilà, c'est le changement de niveau en fait qui va pour moi faire la différence. Bon, écoutez, moi, je crois pas que le combat va aller à son terme. Comme vous venez de dire, là, il y a un qui vient avec l'envie de conserver son titre, mais on sait tous que Peter Yan, à partir du moment où il a trouvé la faille, il pouvait continuer. Mais en face, on n'a pas Peter Yan. On a un ancien champion du monde qui avance sa suspension, je crois qu'il a combattu 5 ou 6 fois pour le titre, et il est suspendu quand il change de catégorie, quand il part en poids mouche. Là, il revient en poids coq, son poids de prédilection. On a un gars qui est très bon debout, mais moi, je vois au-delà de ça quelqu'un qui est très complet. Il est complet et il est précis. Dans sa boxe, il est très précis. Et ce qui est dangereux, comme tu l'as dit, tu as employé un terme que je corrobore à 200%, il est envahissant parce qu'il peut passer
de la soumission au striking en un clin d'œil. Il peut ralentir le game. Comme on dit au foot, quand tu fais un dribble en rupture, il peut accélérer, ralentir. C'est une puce, quoi. Tu vois, des espèces de ballons, les espèces de balls que tu jettes au sol et qui rebondissent n'importe où. Tu ne peux pas connaître la trajectoire du truc. Donc, ça va être un combat passionnant. Et je pense que si Sterling veut faire quelque chose, il doit garder la distance le maximum possible et être beaucoup plus mobile que Dillashaw. S'il veut faire quelque chose, c'est ça. Garder la distance, simplement nous rendre le combat chiant, en fait. Nous faire une adesanya. Mais comme je dis, c'est une puce qu'on a en face. Hein. C'est quelqu'un de très complet. Je pense que le seul point faible sur ce combat que je vois de Dillashaw, c'est son âge. Voilà, c'est tout. Ouais, Donc, voilà ce que j'ai. Pour moi, je vais dire, Dillashaw quand même, c'est un grand nom. C'est un grand nom dans la catégorie bantamweight. C'est vrai, dans sa carrière, il y a une tâche, c'est-à-dire celle des stéroïdes, les trucs, mais ça n'enlève rien à la carrière de Dillashaw. Dillashaw, c'est un grand nom de cette catégorie. Est complet, le gars est complet. Et vous avez mis l'accent sur Johan, je pense Johan et Parker ont mis l'accent sur son jeu au sol, mais sa boxe ne démérite pas, les gars. Mettre KO Cory Garbrandt 2 fois, il faut le faire, quoi. Il faut le faire. La boxe. Barois aussi, non? Barois ou Baro. Ils ont tous pris. Ils ont tous pris, man. Ils ont tous pris. Dillashaw n'est pas à prendre à la légère. Après, c'est vrai, Sterling aussi est solide, surtout son jeu au sol. Donc, si ça va au sol, c'est départagé, c'est 50-50. Mais si ça reste en stand-up, je suis pas tellement convaincu de ce que Sterling va apporter en stand-up, surtout avec ce que j'ai vu contre Peter Yan. Mais bon, mon pronostic, ce sera plus tard aussi, comme on a tous dit. Ce qui nous amène au main event de la soirée. Charles du Bronx Oliveira contre Islam Makhachev. Les gars, je vous donne la place. On commence avec Big Léo en premier, obligé. Vas-y, Big Léo en premier, c'est vrai, Big Léo en premier, c'est vrai. Ouais, écoutez. Il y a une chose qui me fait peur sur ce combat. La sérénité de Oliveira. Non, il est serein. On va pas se mentir, vous savez tout ce que je pense d'Oliveira. Je sais que c'est un très bon combattant. Je sais que pour le battre, il va falloir que la personne qui est en face de lui soit très complet. Pour certains, même s'ils ne le disent pas, je pense qu'ils pensent que c'est le GOAT. Mais c'est cette sérénité-là qui va le perdre. Parce que le mec, il est trop confiant, je pense. Il n'est pas dans le manque d'humilité. Non, je ne veux pas dire que c'est quelqu'un qui est vantard. Non. Mais il est trop serein. Et en face, on a quelqu'un qui ne répond pas. Voilà. Qui est niais. Je ne sais pas si vous connaissez la série Kuroko de basket. Le sixième homme. Lui, on ne voit jamais ses sentiments. On ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas ce qu'il dit. On va avoir quelqu'un en face, c'est un fantôme qui va avoir en face. Franchement, moi, je n'étais pas plus persuadé de ça. Je ne vais pas vous mentir. Moi, je supporte Makhachev. Mais contrairement au début où je disais que Makhachev allait tordre Oliveira, je pense que si Makhachev n'a pas un plan de jeu, un plan de combat bien précis, si Makhachev n'a pas un mental bien d'acier, si Makhachev ne trouve pas la faiblesse de Oliveira dès le premier round, il peut perdre. Mais ce combat-là, ça va se terminer en soumission. Parce que ça va être le meilleur des deux. C'est tout ce que j'ai à dire. Là où moi, je ne suis pas totalement d'accord avec Léo, c'est quand il dit que... parce que tu disais que Makhachev, en fait, lui ne répond pas
aux attaques d'Oliveira, c'est ça? Parce que pour ce combat-là, si je trouve qu'il y a un clan, il y a un côté en fait qui a surtout attaqué l'autre, c'est Khabib. En fait, c'est Marshall, en fait, et ses managers, son entraîneur, en fait, qui ont passé leur temps, en guillemets, à minimiser, en fait, juste ce qu'a fait Oliveira jusqu'à présent. Oliveira, lui, il est plutôt confiant. Comme il a dit, en fait, on se verra à Abu Dhabi. Jusque-là, en fait, votre arrogance, je dis rien. Donc, sur ce côté-là, en fait, je ne suis pas trop d'accord. Après, pour le combat, je pense que ça va se faire aussi en lutte, mais il y a quand même ce côté striking, en fait, où il faut aussi mettre une pièce dedans parce qu'il verra souvent, en fait, il va tête baissée. Donc, attention, ça peut être en fait un des avantages, comme aussi un avantage pour lui, parce qu'il faut être aussi prêt, en fait, à envoyer les parcours, en fait, avec lui. Si tu n'es pas prêt, en fait, tu vas encaisser des coups qui viennent n'importe où. On a vu contre Chandler, en fait, il est prêt, en fait, il va, en fait, tête baissée. Il est prêt, en fait, genre, à se découvrir, en fait, genre, parfois pour aller attaquer. Et quand c'est difficile, jusqu'à présent, la chance qu'il avait, c'est qu'il pouvait se mettre sur son dos. Et puis, genre, bah, si tu veux, viens, tu vois. Je pense que contre Islam, tu ne peux pas faire ça parce que si tu donnes en fait la possibilité en fait d'aller au sol, je pense qu'il va prendre directement. Mais je suis aussi d'accord en fait avec Léo, c'est le meilleur en fait en lutte, le meilleur en fait qui va profiter genre des erreurs de l'autre au sol, qui va gagner le combat. Moi, je pense que déjà pour rebondir sur ce que Léo et Nganga ont dit, le clan Makachev parle beaucoup. Moi, je suis allé regarder. Comme Makachev, c'est pas Makachev lui-même. Non, c'est pour ça que je dis, quand je mets le clan, c'est son grand. Mais lui quand aussi, tu entends Khabib en fait dire, mais comment il dit que son jiu-jitsu est supérieur au jiu-jitsu de mon petit alors qu'il a tapé. Ce sont les propos de Khabib. Makachev, avant ça, ils ont eu des guerres par tweet, des petits mots par tweet interposés, etc., etc. Et je pense que, contrairement à vous, moi, je ne vois pas le combat en soumission. Moi, je pense qu'il y aura un chaos. Parce qu'on s'attend tellement à ce que, parce qu'on connaît le jiu-jitsu d'Oliveira, on connaît la lutte solide, surtout contre la cage de Makachev. Je pense que les gars ils vont nous en fait, il y aura un autre rythme et ils vont beaucoup se lourder. Et pour moi, ce sera l'état d'esprit, en fait. Parce que si tu te dis, Makachev, à un moment, tu sais qu'il va shooter dans les jambes. Tu sais qu'il va, c'est obligé qu'il shoot dans les jambes. Et si tu as peur qu'il shoot dans les jambes, tu gardes la distance et tu ne fais pas ton jeu habituel, c'est-à-dire la barbarie, de venir, tu sais que tu vas être touché, mais tu rentres quand même 10 coups de poing, même si tu sais que tu vas être touché. Donc, je pense que c'est surtout l'état d'esprit du truc. En fait, il faut rentrer dans le combat, pour moi, comme il s'appelle, comme Khamzat. C'est-à-dire arriver avec la folie. Dire, on s'en bat les couilles. Ce qui va arriver arrive. Et pour moi, celui qui va rentrer dans ce combat comme ça, c'est celui qui va gagner. Donc, pronostic en fin de... Ils ne rentreront jamais dans ce combat comme ça. Ils ne sont pas assez fous, je ne pense pas. Oliveira peut. Oliveira peut. Makachev, non. Ouais, mais excuse-moi, je te prends la parole. Ça va aller à la soumission, mais l'option KO n'est pas à négliger parce que, comme tu viens de dire par rapport à Makhachev, notamment, s'il part avec sa technique de bloquer à la grille, il peut mettre un triangle, un triangle pour se maintenir et terminer au ground and pound. Oui, donc oui, l'option KO de ce style-là n'est pas à négliger, mais sincèrement, je pense que les gens vont être très prudents et c'est la soumission qui va prédominer. Ce n'est comme on a dit. Moi, par contre, je veux soulever le fait que le jiu-jitsu de Charles de Bronx est élite, mais c'est un jiu-jitsu, je dirais, c'est pas un jiu-jitsu offensif, si vous me comprenez en fait. C'est un jiu-jitsu défensif, c'est-à-dire, il faut que tu l'amènes au sol, tu vois. Et je pense que, bon, il faut que tu l'amènes au sol pour que après tu vois que, oh, en fait, on garde son jiu-jitsu
est capable de soumettre n'importe quel adversaire, en fait. Et c'est là où je pense que Islam devrait faire très attention parce que le wrestling d'Islam est étouffant. C'est le même wrestling que Khabib, en fait. Tu vois, c'est un wrestling qui va t'étouffer pendant le fight. C'est un wrestling qui va t'étouffer. Mais il le fait de façon cautieuse. C'est-à-dire, il est mindful de là où sa main peut se trouver, de là où son pied peut se trouver. Donc, c'est là où je me dis, bon, le contrôle du fight, forcément, ce sera avec Islam, en fait. Le contrôle du fight, ce sera avec Islam. Maintenant, la différence va se jouer dans le striking. Le striking de Charles, yeah, il est powerful. C'est vrai, Charles, à vue d'œil, tu te dis pas, c'est quelqu'un qui cogne dur, en fait. Mais c'est drop down, comment on appelle, Michael Chandler, drop, Justin Gaethje, il faut le faire, en fait. C'est là que je dis, au striking, je ne vais pas dire ce sera 50-50. Le striking, je vais donner l'avantage à Charles. Mais le contrôle du fight, si ça va à la décision, ils vont forcément donner ça à Islam, en fait. Parce que déjà, Islam va combattre à Abu Dhabi. Voilà pourquoi je vous rejoins lorsque vous dites que le fight ne va pas à la décision. J'ai bien envie que le fight n'y aille pas à la décision. Parce que si ça va à la décision, étant donné le contrôle que Islam va mettre sur le fight, ils vont lui donner ça automatiquement, quoi. Mais bon, pronostic aussi, ça arrive. Voilà pourquoi je donne la place à Parker, qui va parler de son type, encore une fois. La grande question, qui est mon type et qui ne l'est pas? Pour une fois, l'analyse de Léo était vraiment... Aujourd'hui, je ne te comprends pas. Hein. Je comprends pourquoi mieux tu ralentis au chrono comme ça. Parce que si tu as bien suivi ces derniers mois et ces dernières semaines, c'est quand le clan d'Islam, ils sont beaucoup en train de faire le bruit. Oliveira ne les calcule limite pas, sauf une fois où je crois qu'il a répondu en vidéo. Pas plus tard que hier et tout, Islam a tweeté lui-même sur Oliveira que ouais, il ne va pas venir, il va fuir le combat et tout et tout. Et Volkanovski a dit, en tout cas, moi, je suis là. C'est du genre, après, ils ont tweeté, parmi les tweets, ouais, qui risque de trouver une raison, qui n'arrive pas à s'acclimater et tout. Il devrait déjà être là, mais il ne vient pas. Donc, bon, ça a pris l'avion aujourd'hui. Ce matin, vers 4 heures du matin, il se dirige à Abu Dhabi. Maintenant, ce combat va aller très vite, vraiment très vite, plus vite même que certains ne le pensent. Et je ne sais plus qui voyait le chaos, mais il y aura une soumission. Je vais expliquer pourquoi quand je vais donner mon pronostic, mais il y aura une soumission et le combat va aller très vite. Le main event ne va pas durer. Excuse-moi, je veux avoir un droit de réponse quand même parce que effectivement, je suis les tweets du clan Rabib, etc. Mais quand je dis que Makhachev ne parle pas, j'ai plus l'impression qu'en fait, c'est dans son état d'esprit, c'est comme ça. C'est-à-dire que lui, il ne fait pas beaucoup de bruit. C'est peut-être son clan, comme vous dites, qui l'incite à faire ça. Mais en vérité, il est tout aussi humble que Oliveira. Parce qu'Oliveira, je ne sais pas si c'est un faux humble ou pas. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est un faux humble ou pas. Mais c'est vrai que le fait qu'il soit aussi serein, moi je le voyais un peu plus farfelu, tu vois. Le fait d'être aussi serein, ça fait peur. Mais en face, j'ai quelqu'un que je n'arrive pas à comprendre émotionnellement. Je pense que la communication du clan Makhachev, c'est plus donner un crédit à Rabib et à tous ses managers qu'à lui-même. Parce que lui-même, quand je regarde ses combats, quand je regarde ses entraînements, en fait, c'est le genre de personne où on doit lui dire, oh petit, mets un peu de caractère là. Parce qu'on a l'impression que tu fais peur à personne en fait. Mets un peu de caractère. Vas-y, parle un peu, fais un peu le show.
fais un peu du collab. Mais Peut-être en temps normal, voilà quoi. Oui. peut-être que Oliveira ne parle pas ou a l'air serein, comme tu dis, parce que c'est le champion. Et le peuple sait que c'est le champion. Le champion ne va pas s'agiter alors que lui cherchait son money fight. Le champion ne va pas s'agiter avec toi, que même nous, et sur Twitter, les guerres, et toi, on dit, tu es un pistonné. À quoi ça sert de m'agiter alors qu'une majorité de gens disent que tu es un pistonné, tu ne mérites pas d'être là? Ben, je te laisse faire le bruit vu que tu es déjà là. Le combat va se faire et je vais venir prouver à tout le monde, en fait, dans son esprit, que je vais prouver à tout le monde que tu es un pistonné. Et au Brésil, j'aimerais affronter Conor parce que je demande mon money et il ne s'est pas caché, il a dit qu'il veut son money fight. Mais pour avoir le money fight, il faudra passer Par Makachev. J'accorde pas tant que ça de l'importance au fait que ça jab par-ci, mais de part et d'autre, quoi. Ça fait partie du côté du marketing. game. Ouais, ça fait partie du côté marketing du combat. Forcément, il faut que ça jab pour qu'on se dise que, oh, regarde, les gars ne s'aiment pas. Oh, l'autre parle, l'autre. Ça fait partie du côté marketing. Donc, voilà pourquoi j'accorde pas trop l'importance à ça. C'est vrai qu'on va souligner le fait que pendant toute sa carrière, par contre, Khabib a été quelqu'un qui ne parle pas trop pendant ses combats. Donc, le voir devenir coach et découvrir ce côté-là de sa personne, je suis un peu étonné en fait, parce que je me dis, oh, mais Khabib, lui, c'est pas quelqu'un qui avait l'habitude de parler. Des Donc, faux humbles. voilà, bon, la bouche la sort. Il parlait mal quand même, hein. Ouais, contre Connor, mais pas tant Même que- pendant ses combats. C'est un jour qui parlait pendant ses combats. Ah, ouais, Mais bon, comme autour de. Il y avait plus trash talker que lui, je pense que c'est pour ça que ça a étouffé un peu son trash talking. Mais c'est quelqu'un qui parle quand même mal, hein. Ce qui nous amène à la partie pronostic. Donc, comme je disais, on va pronostiquer les 3 derniers combats de la carte. Peter Yan contre Sean O'Malley, TJ Dillashaw contre Aljamain Sterling et Charles de Bronx Oliveira contre Islam Makhachev. Donc, Ce serait bien que John commence un jour un truc, tu vois, parce que depuis là, il ne J'avais commence pas. commencé. Non, John, aujourd'hui, tu n'as rien commencé. non, aujourd'hui, tu vas Et- commencer. Ah, je pensais que j'avais déjà commencé. Ah, ok. Donc, je disais O'Malley, 3e KO, TJ à la décision, Do Bronx KO, 2e. Ok, top. Johan? Yann a la décision. Ce moment-là, j'ai hésité. Je pense que Sterling a la décision et puis Oliveira, deuxième round de soumission. Je vais aller avec Sean O'Malley, KO au 3e. TJ Dillashaw à la décision. Et Islam Makhachev, KO au 2e. Oh boy. Sean O'Malley à la décision. Pourquoi à la décision? J'avais dit que je gardais un petit truc là. En fait, quand je regarde, après avoir bien regardé les combats encore des deux, je pense qu'il va venir avec un style à la Adesanya et il peut tenir la distance contre Peter Yan, même si Peter Yan c'est un bourrin. Parce que mettre KO Peter Yan, j'ai réfléchi, ce sera un peu chaud, surtout si c'est 3 rounds. J'hésitais, c'est quand j'ai entendu 3 rounds, j'ai dit O'Malley à la décision. Sterling, c'est sur 5 rounds. Sterling contre Dylan Shaw, ouais. Avantage au champion. Sterling pour moi à la décision sur 5 rounds. Je voudrais bien prendre une soumission. Et soyons fous. Pour une fois, je vais faire un prono à la Johan. Do Bronx, soumission. Premier round. Mais écoute, par contre, moi, on se retrouve sur beaucoup de choses. Parce que c'est dommage qu'on n'ait pas analysé le combat d'O'Malley et Peter Yan, parce qu'effectivement, Peter Yan, c'est un très bon encaisseur, mais il est trop petit, il a des segments trop courts. O'Malley est quand même assez grand. Et ce qui est dangereux chez O'Malley, c'est qu'il est précis, mais il a une précision chirurgicale sur ses directs.
surtout le direct, le jab main droite. Enfin, non, direct main droite. Direct, c'est même pas un jab. Son direct est chirurgical, mais Yann, c'est un bon encaisseur. Donc, j'hésitais entre O'Malley au deuxième round ou O'Malley à la décision. Parce que soit ça va aller vite. Allez, O'Malley à la décision. O'Malley à la décision. Ensuite, Dillashaw, ça va. Je pense que à cause de l'âge, ça va pas aller jusqu'au bout. En fait, si Dillashaw doit faire quelque chose, même s'il est endurant, il prend de l'âge, il va encaisser les coups, même si je pense que le peureux de Sterling là va se la jouer vraiment grande faux folle, grand peureux. Je pense que ça va se terminer un KO au quatrième round pour Dillashaw. KO au quatrième round et soumission au quatrième round pour Makhachev. Bon, Donc, c'était ça dans la capsule. Comme je vous le disais, les gars, n'oubliez pas, aimer, commenter aussi. On veut aussi connaître vos avis sur les combats. Partagez et abonnez-vous dans la capsule, les gars. Vous serez à jour concernant les nouvelles dans le monde MMA et dans le monde boxe. Et c'est ça, quoi. Tout le monde dit où on peut le retrouver. tranquille Parker sur Twitter, toujours tranquille, toujours très calme. N'aie pas peur, c'est moi le boss numéro 1 de la capsule. Yonip sur Twitter ou bien sur Twitch. C'est moi le goth ici. John, Anti-foot 2, Benzema a bientôt ballon d'or, donc tout va bien. Likez, abonnez-vous et arrêtez de commenter les titres. Regardez les combats et commentez. Voilà, arrêtez de faire ça. Écoute, les Scientifoot 2, sur Twitter, Virus31, sur Instagram, Léo le VRC, toujours sur Facebook, Léo le VRC, toujours en course pour gagner, même si j'ai pris le large, mais en 2 combats, tout peut changer. La seule chose qui ne changera pas, c'est que la chèvre restera la chèvre. Voilà. Pas du tout la troisième personne, Léo. et moi, c'était Tops, Black Ribbon Tops sur Facebook, Black Ribbon Tops sur Twitter, Black Ribbon Tops partout. Encore une fois, abonnez-vous, commentez, partagez, likez et on vous attend aussi dans la capsule, les gars. Si vous êtes fanatiques des sports de combat, vous voulez discuter avec nous des prochaines cartes, n'hésitez pas. Nous, on balance toujours les invitations. Vous avez peur parce que... On veut un Ronis Colesi ou un Ronaldo Camara. Ronaldo Camara, il a peur que ses analyses foireuses viennent s'arrêter ici. Le prochain pay-per-view, c'est UFC 281. On a aussi le prochain combat de Deontay Wilder. On a aussi le combat qui est en train de se faire, la bombe qui arrive, les gars. Terence Crawford. Contre God, contre truth, la seule vérité de la boxe. Terence Crawford contre Errol C'est mon cousin, hein, pour vous dire. Errol Spence. Et vous inquiétez pas, ça, on va parler de ça dans la capsule. Donc, until then, we say peace.